Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Labo d'Histoire Géo, dans laquelle il est question du Second Empire. Ce régime est né des cendres de la Deuxième République qui s'éteint après 4 années marquées par des divisions importantes entre d'un côté l'Assemblée nationale et de l'autre le président de la République élu en 1848, Louis-Napoléon Bonaparte. Désireux de poursuivre son œuvre malgré l'impossibilité de se représenter aux prochaines élections présidentielles, ce dernier mène un coup d'État le 2 décembre 1851, date soigneusement choisie puisqu'il s'agit de l'anniversaire du sacre de son oncle Napoléon Ier et il s'empare ainsi du pouvoir pour fonder le Second Empire tout en prenant le nom de Napoléon III. Ce régime est dans un premier temps imposé par la force, notamment à Paris mais aussi dans les campagnes françaises où les opposants font entendre leur voix mais se font arrêter par milliers. Pour légitimer son coup de force, Louis-Napoléon Bonaparte rétablit le suffrage universel masculin et organise un plébiscite, c'est-à-dire un scrutin où le peuple doit répondre par oui ou par non à une question posée. Il demande ainsi aux Français le droit de rester au pouvoir pendant 10 ans et de rédiger une nouvelle constitution, ce que les Français acceptent massivement avec plus de 92% des voix exprimées sur les 8 millions de votants. En effet, malgré les protestations, il ne faut pas oublier que Bonaparte bénéficie d'une immense popularité, principalement liée à son nom de famille illustre, mais aussi à l'impopularité criante de la Deuxième République qui n'a pas su convaincre au cours de son éphémère existence. Ce succès électoral lui donne alors les mains libres pour construire un nouveau régime fondé sur la Constitution du 14 janvier 1852 qui est à nouveau validée par plébiscite. Louis-Napoléon Bonaparte devient le nouvel empereur sous le nom de Napoléon III et concentre entre ses mains le pouvoir exécutif, mais aussi le pouvoir législatif, puisqu'il est le seul à disposer de l'initiative des lois. Les institutions chargées de rédiger et de voter les lois sont contrôlées par Napoléon III, puisqu'il nomme les membres du Sénat et du Conseil d'État, et seuls les membres du corps législatif sont élus au suffrage universel masculin, mais ces derniers ne peuvent que voter les lois sans les proposer ni les discuter. La ressemblance avec le Second Empire mis en place par son oncle est frappante et témoigne de la volonté de poursuivre son œuvre. Napoléon III met ainsi en place un pouvoir personnel et s'efforce de se placer au centre du régime. L'aigle royal, symbole de l'Empire, retrouve sa place sur le drapeau tricolore. Il rétablit également sa dignité impériale qui garantit l'accès au trône à ses successeurs par plébiscite. Et il remplace enfin l'effigie de Marie-Anne par sa propre personne sur les timbres et les pièces de monnaie. La réussite de Napoléon III s'explique par plusieurs facteurs. D'une part, le suffrage universel direct le favorise, car les populations rurales, encore majoritaires à cette époque en France à près de 75% de la population, lui sont favorables. D'autre part, il bénéficie d'un contexte économique favorable qui lui permet d'engager une modernisation du pays alors qu'il rencontre des succès militaires à l'étranger comme en Italie en 1859 où il aide les partisans de l'unité italienne en échange de la Savoie et de la ville de Nice qui sont par la suite rattachés au territoire français. Le pays est toutefois étouffé par la propagande qui met en avant les succès de l'empereur mais aussi par des mesures autoritaires et policières. De nombreux opposants politiques à l'image de Victor Hugo sont forcés de s'exiler pour échapper aux poursuites. La presse est muselée, le droit de réunion limité. Lors de l'élection du corps législatif, seule institution élue, les candidatures sont scrutées et les candidats officiels soutenus par le régime napoléonien sont favorisés au détriment des opposants qui peuvent subir discrimination, menaces et violences afin de les décourager. Pour assurer la continuité de son pouvoir dans l'ensemble du pays, Napoléon III nomme également les maires et les préfets qui bénéficient d'un grand pouvoir et participent à la surveillance et à la répression des opposants politiques. Pourtant, malgré cet ensemble de mesures, le Second Empire connaît un certain nombre d'oppositions et ne parvient pas à faire taire toutes les voix. Les républicains persistent à réclamer le respect des libertés fondamentales et les catholiques s'insurgent face à la campagne militaire de Napoléon III menée en Italie qui menace l'intégrité des États du pape puisque les nationalistes italiens que l'empereur soutient pendant les premières décennies du Second Empire entendent bien faire de Rome, actuellement entre les mains du pape, leur capitale. Face à cette situation, l'empereur décide à partir de la décennie 1860 de libéraliser progressivement son régime avec une série de réformes donnant davantage de liberté aux populations. Le corps législatif retrouve peu à peu le droit de débattre des lois.
Les libertés de réunion et de la presse sont assouplies. Les élections de 1869 constituent ainsi un tournant, puisque de véritables débats d'idées peuvent avoir lieu et les oppositions républicaines et royalistes mènent une campagne électorale vigoureuse qui leur permet de remporter près de 40% des suffrages et où les républicains dominent largement dans les grandes villes françaises. L'empereur décide de poursuivre ses réformes avec son ministre Émile Ollivier et organise un plébiscite en 1870 qui est remporté et entérine l'ensemble de ses réformes libérales et fait évoluer le régime vers une forme de parlementarisme. Le régime est également marqué par la volonté de Napoléon III de faire retrouver une place centrale à la France au sein de la diplomatie mondiale. En effet, depuis la défaite de Waterloo de Napoléon Ier en 1815 et le congrès de Vienne la même année, la France ne parvient plus à se faire entendre, et il faut attendre 1855 et le succès de la guerre de Crimée contre la Russie pour que la France retrouve une forme de prestige. Napoléon III se fait également l'artisan de la colonisation puisqu'il annexe la Nouvelle-Calédonie en 1853, étend l'empire colonial français en Afrique de l'Ouest tout en pacifiant l'Algérie, et s'empare du Cambodge en 1863. Toutefois, la fin du règne de Napoléon III est marquée par l'échec retentissant de la campagne du Mexique. Désireux d'installer un empereur allié sur le trône du pays afin de contrebalancer la puissance grandissante états-unienne, et également de construire un canal transocéanique entre l'Atlantique et le Pacifique, cette guerre se solde par un fiasco avec la capture du prétendant Maximilien d'Autriche qui est fusillé par les Mexicains en 1867. Profitant de l'affaiblissement de la France, Otto von Bismarck, chancelier de la Prusse, voit une opportunité de réaliser l'unité de la nation allemande en faisant la guerre à son voisin. Mal préparées, les troupes de Napoléon III sont rapidement débordées et l'empereur est finalement capturé à l'issue de la bataille de Sedan le 3 septembre 1870. Face à cette situation, les républicains en profitent et proclament la Troisième République à Paris le lendemain, le 4 septembre 1870, mettant ainsi fin au règne du dernier empereur français. En conclusion, le régime de Napoléon III se construit sur un coup d'État et met en œuvre une politique violente et répressive sur la décennie 1850 pour assurer sa stabilité. Napoléon III engage de nombreuses réformes économiques qui assurent la prospérité du pays et fait finalement le choix de libéraliser peu à peu le pays au cours de la décennie 1860. Cela ne suffit toutefois pas à sauver son trône, puisqu'à la première occasion, les républicains en profitent pour mettre fin à son régime et instaurer ce qui est encore à ce jour le plus long régime républicain. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime ou un commentaire avec des questions éventuelles, j'y répondrai au mieux. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur et bonne révision à vous!